Voyez tout ça? Un très gros Freebooks. On y va. Tout ça, c'était gratuit. Mais oui, j'ai trouvé tout ça aux encombrants. Alors, on va commencer avec Jean-François Parrot, l'énigme des blancs manteaux. Et il y a un peu de tout. Il y a du thriller, il y a du roman, il y a du policier, il y a même un peu de classique. Donc, on est aux éditions 10-18. C'est un livre au format poche. Il est neuf, en fait. Nickel. Donc, nous sommes ici à pas loin de 400 pages. Donc, en 1761, le jeune Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de Monsieur de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Devenu l'un des espions du lieutenant général de police, Nicolas va vite découvrir la cruauté des hommes et la brutalité des complots. À Paris, dans le monde du crime, tout tourne autour du jeu, de la débauche et du vol. Son premier meurtre le plonge au cœur des perversités de la capitale. Un commissaire corrompu, une épouse expansionnaire d'une maison de plaisir, un cadavre rue des Blancs-Manteaux et un bourreau médecin légiste à la morgue de la Basse-Géole. Et si tout cela le conduisait trop près du roi et de Madame de Pompadour. Un petit peu de notre auteur, donc on a un avis de Evelyne Levet, Madame Figaro. Un nouveau Maigret est né, Nicolas Le Floch. Jean-François Parrot, qui a conçu cette série de polars historiques, connaît admirablement le Paris du XVIIIe siècle ainsi que les procédures judiciaires de l'Ancien Régime. Ça va être très procédurier, n'est-ce pas? Mais je pense très intéressant. Ensuite, j'ai trouvé donc Bernard Olivier, Aventure en Loire, aux éditions Libretto. J'en ai jamais lu ces éditions-là, même si on en a beaucoup des livres de ces éditions, mais c'est surtout des classiques ou du théâtre. Du coup, ça m'attire jamais. Bon, là, je vous avoue que j'avais trop envie de le découvrir. Les sacs qui bougent tout seuls. Il est neuf, le livre, en fait. Hein. Il est vraiment neuf. Nous sommes ici à un tout petit peu plus de 200 pages. Aventure en Loire, 1000 km à pied en canoë. Waouh! Alors, des chemins intimes aux vignobles prestigieux, des châteaux dans la brume au silence des matins sur l'eau calme. Bernard Olivier retrace une odyssée hors du commun de 1000 km sur les bords de Loire, du mont Gerbier de Jonc jusqu'à Nantes. Il dessine au fil des rencontres le portrait d'un fleuve majestueux, mais aussi celui des gens qui lui ont ouvert leurs portes et leur cœur. L'aventure a le goût du bonheur, même si le fleuve, comme la vie, n'est pas toujours tranquille. Bernard Olivier, que l'aventure peut aussi se vivre près de chez soi et être si forte. Jean-Michel Barrault de lire. Un petit peu de Bernard Olivier, né en 1938, longtemps journaliste. Il est retourné en Normandie à l'heure de la retraite et anime Seuil, une association d'aide aux jeunes délinquants par la marche à pied. C'est cette activité qui lui aura valu, à 60 ans passés, la célébrité d'un écrivain voyageur, unanimement salué lors de la publication de son journal Longue Marche, dédié à son étonnant périple sur la route de la soie, son premier roman. Histoire de Rosa qui tint le monde dans sa main, apparu aux éditions Phébus en 2013. Je ne connais pas cet auteur, mais j'ai envie de le découvrir. On est encore aux éditions Librio, les plus anciennes versions. Je vous aime. Et là, c'est les plus belles lettres d'amour présentées par Irène Frein. J'ai Irène Frein en vente, ce qu'on a trouvé, et j'en ai un que j'avais acheté, il me semble, chez Didier Les Caches. Je ne l'ai jamais encore lu, mais je pense que c'est plus roman historique, surtout roman, je pense, ce qu'elle écrit. Et donc là, ça donne envie de découvrir ces lettres. J'avais déjà un livre qui ressemblait un petit peu à ça. J'aime bien ces pages jaunies comme ça, uniformément, c'est trop beau. Et c'était un livre en russe. Et je le revends parce que ça faisait un peu trop enfantin. Et bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va l'acheter un jour. Il est toujours là. On a 11 pages. Alors, les plus belles lettres d'amour rédigées par des écrivains, artistes et figures historiques tels Chateaubriand, Diderot, Hugo, Maupassant, Madame de Staël, Berlioz, Lys, Champollion, Henri IV et bien d'autres encore. Lorsque les plumes les plus illustres se mettent au service de leur passion, l'amour et la littérature se confondent pour notre plus grand plaisir. De Voltaire à Sade, de Napoléon à Baudelaire, de Berlioz à Sarah Bernhardt, les grandes figures de notre patrimoine culturel se sont prêtées avec une verve toute romantique à l'exercice périlleux de la lettre d'amour. On redécouvre avec bonheur le versant intime, souvent inattendu, de ces auteurs
renommée à travers 46 déclarations brûlantes et emportées qui sont autant d'invitations à dire « je t'aime ». Passion amoureuse et passion du verbe se conjuguent dans ce délicieux florilège présenté par Irène Front, romancière inspirée des méandres du cœur. Voilà, c'est plus une romancière qu'une historienne, je sais pas si... vous n'allez pas y croire, regardez-moi ce que j'ai trouvé. En plus, je voulais acheter ce bouquin et je l'ai trouvé. Bah écoutez, je l'ai pris avec un grand plaisir et puis on verra si j'aime pas, bah, je le revendrai, sinon je vais le garder. J'étais fan de Britney Spears quand j'avais l'âge 18-16 ans, un truc comme ça. Donc on est aux éditions Gisèle Lattès, La femme en moi. Donc je suppose que ça va être assez déchirant et douloureux comme récit biographique, mais on a envie de découvrir un petit peu cette femme frêle à la fois et forte et un petit peu faux-folle. Mais bon, qu'est-ce qu'elle va raconter ici? On est à 283 pages, le livre est quasi neuf. Alors, enfin, je passais des heures à chanter, en me promenant seule dans les forêts silencieuses, derrière chez moi en Louisiane. Avant de rentrer, je suivais un sentier jusqu'à la maison de nos voisins. Je traversais une cour paysagée, longeais la piscine et tombais sur leur jardin de pierre. Des galets, tout doux qui a emmagasiné la chaleur et vous la restituer d'une façon irrésistible. Je m'y allongeais et les yeux tournés vers le ciel, savourant la tiédeur qui m'enveloppait, je songeais. Je veux tracer mon propre chemin dans la vie. Je peux réaliser mes rêves. Je pense qu'on l'a un petit peu brisé son chemin dans la vie, ses rêves, parce que comme Macalkin, ou je sais plus comment il s'appelle, seul à la maison, maman j'ai raté mon avion. Pareil, sa vie a été brisée pour moi. Est-ce que c'est de la faute de parents? Est-ce que c'est de la faute de la célébrité d'avoir cette enfance un peu, on va dire, gâtée, mais à la fois ils travaillaient pendant leur enfance. Le problème, c'est que c'est les adultes qui récupèrent vos recettes. Et tous les adultes ne sont pas forcément honnêtes, même si ce sont vos parents. Et donc, je peux comprendre que par moment, tu pètes un câble, tu bosses toute ta vie, t'as pas d'enfance, et au final, t'as même pas d'argent, et t'es sous tutelle, comme elle, par exemple. C'est dur, hein. Voilà. Après, ça aussi, c'est très marrant, parce que je suis tombée sur ce livre, alors que j'ai le 2, que j'ai acheté en librairie. Grégoire de la Cour, la liste de mes envies, donc du coup je vais le placer à côté de liste des envies 2 et donc je vais lire les deux en même temps, enfin l'un après l'autre. Ouh là là, on a les vœux d'anniversaire à quelqu'un, pour quelqu'un, et la liste de mes envies, j'adore, et derrière vous avez cette petite liste vierge que vous pouvez remplir. La liste de mes envies, ici celui-ci il est assez court, on n'est même pas à 200 pages. Les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque Jocelyne Gerbet, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle se pose la question. N'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? Grégoire de la Cour déroule ici une histoire forte d'amour et de hasard. Une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies. Adaptée au cinéma et au théâtre, la liste de mes envies a connu un succès international. Je ne sais pas si j'ai vu ce film. Donc on a un avis de Olivia de Lambertry. Elle, au jeu de cette famille d'écrivains, Grégoire de la Cour appartiendrait à la tribu de David Fonkinos et d'Anna Gavalda. Ces plumes gracieuses qui savent donner des ailes à des âmes en peine et compter des destins cabossés avec tendresse et bienveillance. Ensuite, on a La Voix d'une heure qui nous dit aussi « L'écriture de Grégoire de la Cour nous accompagne très vite, nous envoie comme la conversation passionnée d'un ami qu'on redécouvre après des années. » Et on a ici aussi postface inédite de l'auteur, c'est génial, voilà. Ensuite, j'ai trouvé chez Henri Troya, Catherine la Grande, c'est une biographie. Bon bah déjà c'est pas une saga, je pense pas. Oh, qu'est-ce que c'est écrit un petit, mon Dieu la vache. Et nous sommes ici pas loin de 500 pages, je pense, bon il y en a un petit peu plus, mais je pense que le plus c'est surtout la bibliographie. Donc quelle irrésistible ascension que celle de la petite princesse allemande Sophie d'Anna Zerbst, née en 1726 et qui à 36 ans accède au trône de Russie sous le nom de Catherine II. Éprise de la culture française, mais ayant appris le russe pour mieux comprendre son peuple, libérale dans ses amitiés, Voltaire, Diderot, d'Alembert, mais autocrate
en son gouvernement, pudibonde en parole mais d'un insatiable en tempérament, travailleuse acharnée mais aimant les enfants, les arbres et les animaux, telle fut Catherine la Grande, ce roc de volonté et d'une structure complexe, écrit à son sujet Henri Troyat. Il fallait son acuité d'analyse pour en dévoiler tant d'aspects réconciliés dans un extraordinaire goût de vivre et de régner. Voilà, un petit peu d'Henri Troyat. Je vous ai déjà fait sa biographie une ou deux fois déjà dans des vidéos précédentes, mais enfin, ça fait rien, donc je vous le redis. Né à Moscou en 1911 et se réfugie en France pour échapper à la révolution bolchevique, élu à l'Académie française en 1959, Henri Troyat a publié avec succès plusieurs cycles romanesques, tant que La Terre du Roi, Les Héritières, ainsi que de nombreux romans et biographies parus aux éditions J'ai lu. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce petit livre, je pense que c'est un classique, Jules Renard, Poil de carotte. Qui est-ce qu'il est magnifique ce petit livre, texte intégral, bibliothèque Lattès. La petite jaquette, elle s'enlève et en dessous, on voit ce magnifique petit ouvrage que je vais garder juste pour la collection. Je le lirai, je pense. De toute façon, les classiques, c'est sympa. Ce serait bien de les connaître. Et là, je vais vous dire un petit peu l'histoire de ce livre, ainsi que la biographie de cet auteur. Regardez-moi comment c'est mignon. Il y a des petites, on dirait croquis comme ça, des dessins inachevés. Donc ici, nous avons 335 pages. Les auteurs les plus prestigieux, les grands classiques de la littérature en texte intégral et illustrés de documents d'époque, les chefs-d'œuvre de la poésie française. La bibliothèque Lattès, elle les met à la portée de tous. Ces ouvrages de collection élégamment reliés sous jaquette et d'un format commode permettent à chacun de découvrir ou de retrouver les grands héros romanesques de Julien Sorel à Phileas Fogg, les textes qui ont enthousiasmé toutes les générations de Charles Dickens, Alexandre Dumas, les plus belles pages de notre littérature de Flaubert à Hugo, de Voltaire à Zola. En plus, il me semble que c'est un relié, je ne sais pas, mais ça y ressemble en tout cas. Les pages sont en super bon état, donc Jules Renard. Les années de vie 1864-1910 eut une enfance triste qu'il n'oublia jamais. Sans doute faut-il y trouver les racines du pessimisme et du scepticisme tenté d'ironie qui ont imprégné tous ses écrits. Mais cette enfance a aussi eu pour conséquence un chef-d'œuvre, Poil de carotte, en 1894. Il l'avait écrit quand il avait 30 ans, lequel ressemble beaucoup à son auteur. Venu à Paris achever ses études, il y devient un journaliste et écrivain, publiant des récits où le dialogue tient une grande place. Histoire naturelle, 1896, les cornifleurs, 1894, ce qui l'amène à écrire aussi pour le théâtre Le plaisir de rompre, 1897. Son art de la litote, son style dense très précis où la description d'une émotion peut être contenue en un seul mot, sont à leur apogée dans le récit des humiliations subies par Poil de carotte. Petit garçon mal aimé qui n'a que la ruse, arme des faibles pour se défendre. Voilà. Bon. C'est à découvrir quand même puisque c'est un classique. Ensuite, on a ici Adrien Gotz, L'intrigue à Venise. Une enquête de Pénélope. Nous avons ici... J'essaie de me dépêcher, la batterie elle ne tiendra plus. À peine plus de 300 pages. Donc, Pénélope ne connaît pas Venise. Un comble pour une historienne de l'art, de surcroît conservatrice au château de Versailles. Un colloque sur les gondoles, instrument de la conquête vénitien, lui offre l'occasion de passer quelques jours sur la lagune. Cependant, à Rome, Achille Novéen, membre de l'Académie française et grand amoureux de la Sérénissime, meurt tragiquement. Bientôt, ce sont tous les écrivains français de Venise, club d'ordinaire paisible et inoffensif, qui sont menacés. Et voilà Pénélope, secondée par son fiancé journaliste Wandrille, obligée de revêtir ses habits d'enquêtrice. Au cœur de l'énigme, un Rembrandt qui dormirait sur une île et que personne n'a jamais vu. Donc on a un avis ici de Thierry Clermont, Le Figaro littéraire. Beaucoup d'excentricité, quelques personnages masqués, des meurtres en série sont les ingrédients de ce savoureux cocktail vénitien. Sympa. On a H.G. Wells, L'homme invisible. Je pense que c'est aussi un classique, il est en super bon état, un peu jauni, mais c'est pas grave. On est à 215 pages ici. C'est un hiver que l'étranger s'est installé à l'auberge du village Lipping.
Les bandages qui lui enveloppent entièrement la tête, sauf le nez, d'un rouge vif, lui donnent un aspect étrange, assez terrifiant, et les langues vont bon train. On l'aurait peut-être laissé en paix s'il n'avait pas retardé le paiement de sa note et s'il n'y ait pas eu un vol mystérieux au presbytère. Mandat est donné de l'arrêter, mais comment se saisir d'un personnage qui disparaît à mesure qu'il se dépouille de ses vêtements? Quant à l'étranger obligé d'être un gnou, pour échapper aux poursuites, il souffre cruellement du froid et de la faim. Ainsi débute l'aventure du savant qui a découvert la formule de l'invisibilité, un des romans les plus célèbres de Herbert George Wells, et par son invention et son humour, un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique. À découvrir, Pauline Riage, Histoire d'eau, suivi de Retour à Roissy. Donc ce sont deux petites lectures, si je comprends bien, de textes, un chef-d'œuvre de la littérature érotique. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses. Non pas que je sois coincée, mais c'est que je ne lis pas ce type de choses. 275 pages. Enfin, une femme qui avoue. Qui avoue quoi? Ce dont les femmes se sont de tout temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles et jusqu'à l'esprit, qu'il faudra sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre, qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître et qui se défie de sa bonté. C'est écrit par Jean Paulin. Je pense que ça va bien m'énerver, ça. Amanda Cross, sa nouvelle de Winifred. J'accélère parce que la batterie va me lâcher. On est à peine à un peu plus à 200 pages. Née en 1928 dans le New Jersey, Caroline Helbron est ce qu'il est convenu d'appeler une grosse tête. Du moins l'est-elle dans le domaine de la littérature anglo-saxonne et dans le monde universitaire américain où depuis 1959, elle a fait une carrière des plus brillantes. Avec un tel cursus, on imagine mal Caroline Helbron auprès des reines et des princesses du crime. C'est pourtant bel et bien le cas puisqu'elle est la créatrice du personnage de Kate Fonsler, dont les aventures ont débuté en 1964 et qui est à ce jour l'héroïne d'une dizaine de polars, tous signés Amanda Cross. Sur l'échiquier du polar américain, les livres de Helbron Cross dégagent, il est vrai, un parfum peu banal, tant ils sont à la fois très classiques dans leur construction et très modernes dans ce qu'ils mettent en jeu. C'était un résumé d'Alexandre Lou, le magazine littéraire, traduit de l'américain par R.M. Vassallo Villano. Bon, écoutez, à découvrir, il est tout neuf. Puis, il nous reste plus grand chose là. Nous avons ici l'Égypte. Alexandre Najar, Finkia, je pense que c'est Phoenix, non? Finkia, je sais pas, c'est marqué Finkia. Nous avons ici 180 pages. Qui tertire pour découvrir le monde. Grâce à son oncle marchand, le rêve d'Elissa devient enfin réalité. En débarquant à Carthage, la jeune Phénicienne rencontre l'amour, mais doit vite déchanter. Les nouvelles de l'autre côté de la Méditerranée sont alarmantes. Alexandre le Grand et son armée menacent Tyr. Elissa rentre chez elle en catastrophe afin de prendre part à la défense de sa ville. Pour les Phéniciens, inventeurs de l'alphabet, c'est le devenir de toute une civilisation qui est en jeu. Pour le Macédonien, face à un adversaire coriace et ingénieux, la partie ne sera pas facile. En nous racontant le siège de Tyr à travers une double perspective, celle de l'assiégeant et celle de l'assiégé, Alexandre Najar nous offre la première grande fresque romanesque consacrée aux Phéniciens. Ça a l'air intéressant. Le monde des livres, donc en avis, un beau roman mêlant histoire et fable, un magnifique portrait de femme. Et puis le point, on le savait amoureux et historien de l'Orient compliqué, avec Phénicia, Alexandre Najar se fait son réinventeur. Je suis désolée si vous entendez tout le temps mon ventre gargouiller, mais j'ai mangé et je pense que digère, j'en sais rien. Puis on a Cléopâtre et par Joël Schmitt, inédit, aux éditions Folio Biographie. Ça a l'air super sympa. Pareil, il est quasi neuf. Nous sommes ici à 325 pages, même un peu moins je pense, parce que de toute façon c'est la bibliographie vers la fin. Et quasi neuf, mais la pauvre page a été tellement pliée.
Donc, on me surnomme la maîtresse du monde, la sorcière d'Égypte, le monstre. On loue ma beauté, on me compare à la déesse Isis, mais c'est par les charmes de l'esprit et les séductions de l'intelligence que je veux combattre et séduire. Elle était la séduction même, une polyglotte extraordinaire, sa voix était suave et chantante, son esprit merveilleux d'intelligence, son sein d'une blancheur exceptionnelle à travers le voile de Sidon. Ainsi s'expriment les contemporains de Cléopâtre, 69-30 avant Jésus-Christ. Ni César, ni Marc-Antoine, ni ne surent résister à ses charmes. Cruelle, perverse, manipulatrice, assoiffée de pouvoir. Cléopâtre VII Philopateur semble réunir en elle tout ce que la beauté sans retenue. L'esprit sans conscience, la passion sans frein peuvent produire de plus lumineux et de plus sombre. Nul besoin d'accuser ou de réhabiliter Cléopâtre. La vie de la reine d'Égypte, qui nous fascine depuis 2000 ans, parle d'elle-même. C'est celle-ci que Joël Schmitt nous restitue impudique et féroce dans toute son humanité. Ça donne envie, hein? Enfin, le dernier livre, et puis un petit livre que je vous montrerai après, c'est autre chose que la lecture. Linwood Barclay, Contre toute attente. J'avais déjà entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais lu. Sont ici pas loin de 600 pages. C'est l'édition France Loisirs, il est en très très bon état. En inquiétant, il sent même neuf en fait. Il sent neuf, certes il est un peu abîmé puisque bon il a été lu comme ça, mais il sent neuf. En enquêtant sur la mort de sa femme, un père de famille lève le voile sur les secrets bien gardés d'une petite ville en apparence tranquille. La femme de Glenn Garber vient de mourir dans un accident de voiture. Selon la police, Sheila était ivre morte. Pour son mari, c'est impossible, Sheila ne buvait pas. Alors que s'est-il vraiment passé ? Bientôt, un nouveau drame frappe de plein fouet une autre famille du quartier. Hasard ou coïncidence ? Que se passe-t-il dans cette banlieue si paisible ? Sheila s'est-elle embarquée dans un jeu dangereux ? Glenn va tout faire pour le savoir pour sa femme, mais aussi pour leur fille Kelly, 8 ans. Mais à vouloir découvrir ce qui se trame derrière les portes closes, il va vite devenir gênant. C'est encore un thriller psychologique, traduit de l'anglais États-Unis par Anne-Sylvie Omassel. Et enfin, le dernier livre, mais plutôt livre d'études, c'est du japonais. Je l'ai trouvé avec le CD. Écoutez, ça fait très longtemps que j'y pense, que j'y songe. Je ne vais pas tout de suite sauter sur l'occasion et apprendre le japonais, non. Mais si un jour l'envie me prend, au moins j'ai déjà de quoi faire. Donc c'est quoi ? C'est un assimile ? Je ne sais pas, langue pour tous, ça ressemble fortement à assimile, mais c'est pas signé assimile, c'est Pocket. Donc le japonais tout de suite par Hidenobu Aiba. Pour aborder rapidement le japonais, vous voulez vous exprimer en japonais tout de suite, sans vous investir dans un apprentissage de longue haleine, vous visez la pratique immédiate, le japonais tout de suite apporte une réponse concrète à vos attentes. Vous pourrez par la suite approfondir cet apprentissage. Pour l'instant, prenez ce raccourci. Vous y trouverez les moyens de démarrage ou de dépannage instantané que vous cherchez. 2 parties. Présentation des structures de base avec les exercices je suis, j'ai, je n'ai pas, je voudrais, il y a, combien ou pourquoi, pouvez-vous, etc. Vocabulaire et phrases d'entraînement par thème, salutations, nourriture, vêtements, logement. Les 2 parties comportent des informations pratiques et culturelles. Et en annexe, on va retrouver un memento, chiffres, etc. Un tableau des idéogrammes japonais, les plus fréquemment rencontrés dans la rue, et un lexique japonais-français, français-japonais. Voilà, avec notre méthode 40 leçons pour parler japonais. Il existe un coffret comportant le livre plus sa version sonore, donc voilà, 60 minutes avec phrases enregistrées en français et en japonais. C'est sympa ça. Donc voilà, vous allez retrouver ici. Oh, regardez les signes. J'avais déjà essayé d'apprendre le vietnamien. Il y avait quelqu'un qui voulait que j'apprenne le chinois et qui me disait que c'était hyper facile. Par exemple, si on dit entrée, iliguchi. Si on dit sortie, deguchi. Douane, zeikan, change. Yuga, yen, c'est la monnaie. Bureau de poste, yubin kyoku. Ah, c'est marrant. Par exemple, si on dit une des phrases, qu'est-ce qu'il y a des phrases là à dire ? Que veut dire en français ? Ah oui, ça, il faut que je sais pas ce que ça veut dire, mais je peux lire une des phrases pour voir ce que ça donne. Anata wa ayaku kusuri ononda o gai desu. Je sais pas ce que ça veut dire, il faut trouver les réponses, les solutions.
Bah écoutez, c'est super sympa. On verra ce que j'en fais. De toute façon, si un jour je m'y lance, vous le saurez de toute façon. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous étiez courageux d'avoir d'être resté jusqu'à la fin. Je suis désolée que ça a été peut-être si long. J'espère que ça a été intéressant. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, bonne lecture et bons apprentissages.